Charles-Emmanuel, enchanté. Bonjour. Rémi, enchanté. Bonjour. 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 Pierre. Bonjour. Victor. Bonjour. Donc, équipe 3, cas de Apmal, niveau universitaire, composé de Charles-Emmanuel Mathieu, Victor Anquet et Rémi Georges. Alors, je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. José Roy, département management. Margaret Schmacker, management. Philippe Grelot, département management. Johnny Bogossian, département management. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui consultants. On va se présenter d'abord, Victor Anquet, Charles-Emmanuel Matthews et Rémi Georges. Donc nous sommes consultants et on va vous apporter à vous, qui venez donc de Dutch & Sons, notre expertise. Sur justement les perspectives de votre entreprise en ces temps de crise. Et, voilà. Donc nous allons commencer par une petite introduction qui va un peu rappeler l'entreprise, le climat économique et tout ça. On va continuer avec une petite analyse SWOT de l'entreprise pour justement la resituer dans le contexte économique. Ensuite, nous allons faire une analyse du marché qui reprend donc un peu toutes les caractéristiques du marché actuellement. Et enfin, nous allons finir avec nos recommandations. Je laisse la parole à Rémi pour l'introduction. Voilà, donc bonjour à tous. Donc, bref rappel sur l'entreprise, donc Dutch & Sons, importateur donc, de vin sur le sol américain. C'est une entreprise avec des valeurs très importantes, notamment la famille. Ils veulent se baser sur des relations à long terme avec les suppliers, la confiance est très importante. Et alors, c'est une entreprise qui est très, très importante sur le marché des vins importés, puisqu'ils sont premiers avec le Ilocte, qui est un vin australien donc, de la compagnie Casella Wines. Et donc, ils sont très, très importants sur le marché américain. Au niveau du contexte économique, donc on est en 2009, c'est une situation de crise. Cette crise engendre une énorme incertitude au niveau principalement du comportement des consommateurs. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il y a un certain conservatisme au niveau des prix qui est davantage présent que d'habitude. Et donc c'est quelque chose avec lequel il va falloir jouer. Et enfin, les enjeux stratégiques ici de l'entreprise. En numéro 1, c'est d'abord de maintenir des ventes, le niveau des ventes malgré la crise qui arrive. En numéro 2, c'est d'essayer de justement profiter de cette crise. Donc on va y voir plutôt une opportunité plutôt qu'une menace, essayer d'en sortir vainqueur. Et en numéro 3, c'est aussi d'essayer d'explorer des nouveaux horizons, des nouveaux marchés peut-être, parce qu'avec le consommateur américain c'est bien, peut-être qu'il y a moyen de s'étendre davantage. Voilà, donc maintenant on peut laisser Victor faire l'analyse SWOT. Donc concernant l'analyse SWOT, je vais commencer avec les forces et faiblesses de l'entreprise, donc interne à l'entreprise. Ensuite, je vais continuer avec les opportunités et les menaces du marché en général. Donc tout d'abord, une des forces importantes, c'est que Dutch & Sons a une très bonne connaissance du marché américain. Bill, donc le directeur, a travaillé pour différentes entreprises qui importent déjà du vin. Pendant toute sa carrière, il a travaillé dans l'importation de vin, donc il connaît déjà assez bien le marché américain. Ensuite, de par leurs valeurs, il y a un professionnalisme et ils inspirent confiance et ils sont assez professionnels de par leur relation avec les producteurs. On voit d'ailleurs, comme l'a dit Rémi, dans leurs valeurs, qu'il y a des valeurs familiales qui donnent vraiment confiance, une certaine confiance dans cette entreprise. Ensuite, au niveau de la position sur le marché, ils ont une position quand même assez dominante car ils ont des produits qui marchent très bien sur le marché américain. Donc ça peut clairement influencer en tout cas toute la suite en tout cas toute
la suite des événements en termes de crise, car c'est le point de repère en tout cas pour la concurrence. Et enfin, en termes de marketing, ils ont réussi à se diversifier et à créer vraiment un produit de par la forme de la bouteille qui est quand même assez spécifique, de par la marque, l'étiquette noire avec le kangourou. Ils ont réussi à créer une marque qui est reconnue dans les magasins, c'est ce qui crée vraiment une force pour l'entreprise. À côté de ça, en termes de faiblesse, le grand problème, c'est que un seul producteur représente quasi la totalité de leur commercialisation. Donc, s'il y a un problème avec le producteur, si le contrat est brisé, il risque d'y avoir des conséquences très importantes dans leur business plan, en tout cas, et dans leur business model. Et ensuite, ils sont présents sur un seul marché, le marché américain. Celui-ci va être frappé par la crise des subprimes, donc ça aura des conséquences assez importantes parce qu'il n'y aura pas d'autres marchés sur lesquels le risque pourra être étendu. Ensuite, je vais parler un petit peu des opportunités du marché. Alors, nous avons décidé de prendre la crise financière vraiment comme une opportunité, car on va revenir là-dessus après. Mais clairement qu'il y a moyen de trouver vraiment une stratégie pour se différencier par rapport aux concurrents et tirer profit de cela. Il y a des opportunités en termes de nouveaux marchés. On va en parler aussi plus tard avec par exemple le marché canadien. Et en termes de menaces, nous avons relevé deux grandes menaces. La crise financière, c'est de l'incertitude, on ne sait pas du tout ce que l'avenir, de quoi l'avenir sera fait. Donc là, c'est un problème, en tout cas pour toutes les prévisions financières et pour le business plan futur de l'entreprise. Et d'autre part, le réchauffement climatique qui, à très long terme, pourrait influencer les récoltes de vin. On sait déjà que le climat est un facteur très important dans le domaine vinicole, dans la viticulture, parce que un très mauvais climat une année peut vraiment impacter complètement la production, et qu'à long terme, imaginons avec un réchauffement climatique, que la production de vin diminue. Donc là, ça représente quand même une grosse menace pour le futur. Je vais continuer avec l'analyse du marché et l'analyse du marché, surtout du marché américain sur lequel vous êtes présents. Actuellement, on remarque qu'il y a une diminution des vins importés et une augmentation des vins locaux. Donc c'est assez paradoxal parce que pendant toute une série d'années, jusqu'en 2006, les vins importés étaient en constante augmentation et ça a fait, en 2007 et en 2008, on remarque que justement il y a un virage et que les vins locaux, les vins venant de Californie et d'autres parts aux États-Unis, sont en augmentation et cela contraste avec la diminution des vins importés. Ensuite, on remarque que la consommation des vins de dessert est vraiment en grosse augmentation. Sur les 10 dernières années, ça avait explosé, et les chiffres, la vente avait quintuplé, donc c'est quand même assez important, et c'est à noter. Il faut savoir aussi que les vins venant d'Amérique du Sud sont en vogue et sont en pleine croissance. Sachant que votre société n'est pas spécialement représentée, n'importe pas spécialement de vin là-bas, c'est quand même assez important à souligner. Ensuite, nous sommes dans un contexte de crise. Donc, qui dit crise dit un comportement spécifique des consommateurs qui évolue. Et là, on remarque que les Américains vont être vont prendre de plus en plus d'importance sur le prix du produit et plus spécialement sur leurs habitudes de vin d'avant, vu que les budgets seront plus sévères. On continue avec le vieillissement du consommateur, car le consommateur actuel des vins de Dutch & Sons, c'est la génération des baby boomers. Et donc, peut-être qu'on voit que cette génération vieillit de plus en plus et qu'il serait peut-être intéressant de viser une autre cible et d'autres consommateurs. Et enfin, je vais finir l'analyse du marché en soulignant les chiffres très prometteurs du Canada. On voit que les vins là-bas, les vins importés sont en pleine expansion
Donc ça peut être une opportunité. Je vais donner la parole à Rémi qui va commencer à donner leurs recommandations. Voilà, donc, en tout, on a pensé à 4 principales recommandations. Tout d'abord, des recommandations en termes de gamme. Donc ici, on remarque, comme l'a dit Victor, les vins importés étaient un peu en perte de vitesse par rapport aux vins locaux. Donc ce serait peut-être intéressant, même si vous travaillez déjà avec un vin californien, d'essayer d'un petit peu développer ce secteur-là, à l'inverse d'autres secteurs qui sont un peu moins intéressants. On remarque donc oui, qu'il y a que le volume est 3 fois plus important, et donc ça permettrait aussi de diversifier un peu les producteurs, comme on avait mis dans les faiblesses, le fait d'avoir un fournisseur aussi important que le Yellow Tail, c'est peut-être un peu une bonne chose de diversifier un peu son portefeuille en temps de crise. Aussi, donc, comme l'a dit Victor, le vin de dessert est vraiment en pleine expansion, ça a quintuplé sur la dernière décennie. Donc développer ce secteur-là, ça pourrait être intéressant, surtout que c'est pas encore vraiment c'est pas du tout même le business actuel de notre entreprise. Et aussi donc développer les importations en Amérique du Sud, par exemple surtout en Argentine et au Chili, où les importations sont en pleine expansion. Et donc ça pourrait être intéressant aussi de nouveau de se diversifier, d'aller vers un nouveau marché qui pourrait être plus prometteur. Donc on a remarqué que les importations en provenance d'Australie ou d'Europe, d'Italie, France, qui sont pour l'instant les principales importations, sont en diminution ces dernières années. Alors ensuite, au niveau des prix, donc comme on arrive en temps de crise, c'est peut-être intéressant de s'intéresser au prix, essayer de voir s'il ne faudrait pas faire quelque chose là-dessus pour essayer d'attirer plus de consommateurs. Donc ce qu'on suggérerait, ce serait peut-être de baisser le prix d'un ou deux vins parmi la gamme des Yellow Tail, donc il y a 8 vins en tout, baisser le prix d'un ou deux pour essayer de vérifier l'élasticité des prix, voir si en baissant le prix, les ventes augmentent, donc ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires. Si c'est le cas, après on peut adapter les autres prix. Ce qui est important, c'est de pouvoir justement s'adapter au pouvoir d'achat des consommateurs qui va certainement diminuer avec la crise, essayer de rester accessible pour eux pour qu'ils puissent s'adapter en conséquence. Voilà, je vais laisser Charles continuer avec la suite de la recommandation. Alors maintenant nous passons sur les recommandations en termes de marketing. Donc actuellement vous ciblez les baby boomers. Mais malheureusement ce secteur-là est en train de vieillir et donc on s'est posé la question de est-ce que peut-être il faut s'orienter vers un autre segment. Donc, on s'est dit que ce serait une idée judicieuse de s'orienter vers les nouvelles générations. Étant donné que ces personnes-là, l'idée en fait derrière est de pouvoir vendre nos produits à ces personnes, de créer une fidélisation à ce niveau-là et qu'ils soient familiers avec cette marque et qu'ils commencent à acheter nos produits tout au long de leur vie. Donc on veut vraiment créer un partenariat sur le long terme, pouvoir les garder pendant qu'eux traversent les générations à ce niveau-là. Donc on veut vraiment travailler sur le long terme avec eux et les cibler dès le jeune âge, comme ça ils seront familiers avec nos produits et ils vont continuer à l'acheter. Ensuite, de par cette décision de cibler les jeunes consommateurs, on a pensé que ça aurait été très intéressant de cibler justement ces consommateurs via un marketing qui les touche directement. Et pour toucher les jeunes, on pense que le marketing via les nouveaux médias est une excellente idée. Donc on sait que Facebook est en plein boom actuellement, que les jeunes l'utilisent de manière intensive. Donc on pense que vendre notre produit via Facebook, faire de la publicité via Facebook serait une très très bonne idée. En combinaison avec une autre plateforme, par exemple YouTube, sur laquelle on pourrait aussi faire des publicités, on pense que voilà, on va vraiment arriver à créer une synergie en ciblant les consommateurs et en orientant le marketing vers ces consommateurs. Un marketing qui va les toucher directement. Donc voilà, on a pensé partir à ce niveau-là sur le marketing. Ensuite, nous arrivons sur les recommandations internationales. Donc, comme Victor l'avait déjà mentionné, on a pensé que le Canada était un réseau qui pouvait être intéressant, sur lequel il méritait de se pencher et s'orienter. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. Notamment, on pouvait voir dans les chiffres qu'il y a une augmentation de la consommation là-bas au Canada sur l'importation. Donc voilà, on voit que le marché augmente là-bas, alors que par exemple en Europe, il est en diminution.
en Italie, en France, on voit que ça baisse, et le Canada est un des rares marchés à lui être en croissance. Donc on trouve qu'il est judicieux de s'orienter vers un marché florissant, un marché qui grandit. Ensuite, on pense créer une synergie avec la volonté de développer les vins américains. Donc, on avait une stratégie, on a vu que les vins locaux en Amérique étaient aussi en train de se développer. Donc ce marché aussi grandit, donc le fait que ceux-ci grandissent, et en combinaison avec le Canada, ça pourrait créer de belles synergies et de belles perspectives. Ensuite, on remarque quand même que le Canada et les États-Unis ont une culture relativement similaire. Pas identique, mais similaire. Donc on peut les cibler de plus ou moins la même manière, et on peut les incorporer. Étant donné qu'on connaît très bien les habitudes du marché américain, on a une aisance à ce niveau-là pour comprendre ce que le consommateur désire, et donc le cibler correctement. Donc on utiliserait déjà notre expertise. Enfin, vous utiliserez l'expertise que vous avez sur le marché américain pour pouvoir justement arriver directement avec un avantage sur ce marché. Puis donc, il y a un accord d'échange, le NAFTA, comme vous connaissez tous, qui est très intéressant entre les États-Unis et le Canada. On sait très bien que le Canada et les États-Unis échangent énormément. Donc c'est vraiment... l'échange est phénoménal, et la NAFTA permet justement cet échange qui est très facile. Donc justement, c'est une opportunité à saisir. Donc c'est pourquoi on a pensé que c'était une bonne idée. Et enfin, il y a une proximité géographique qui est indéniable. Donc à ce niveau-là, ça permettrait de limiter les coûts tout simplement. Nous en arrivons à la conclusion. Donc pour conclure, on pense que la crise de prime abord peut être vue comme quelque chose de négatif. Mais nous, on a essayé de la voir différemment, et on a essayé de la voir comme une source d'opportunité. Parce qu'en fait, la crise permet un changement dans le consommateur. Et l'entreprise qui parviendra à le mieux s'adapter à ce changement, à prendre ce tournant de la meilleure manière, arrivera à tirer des bénéfices très importants et sortira vainqueur. Donc on pense vraiment qu'il est important de savoir prendre ce tournant, savoir analyser la situation pour en sortir vainqueur. Et pour ce faire, on pense que se diversifier est une solution très intéressante, parce que pour le moment, malheureusement, nous sommes juste vous êtes juste principalement avec l'Australie, avec la marque Yellowtail. Donc on pense qu'il est important de se diversifier pour diminuer le risque. Et de manière générale, sur le long terme, sur le très long terme, une fois que la crise est passée, pourquoi pas penser plus loin, aller plus loin dans la pensée. Nous sommes déjà sur le marché des boissons alcoolisées, alors pourquoi pas encore plus se diversifier et aller vers un autre produit, un produit peut-être qui sera moins dépendant de l'instabilité climatique, un produit qui sera plus sûr, plus stable. Donc ça, ce sera vraiment sur le très long terme, une fois que nous serons sortis vainqueurs de cette crise. Donc voilà, merci à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, nous sommes tout oubliés et prêts pour y répondre. Avant de baisser le prix, pourquoi ne pas regarder le conditionnement du produit et puis la distribution du produit du côté du marché américain? Parce qu'une baisse de prix, on s'entend que c'est une perte de revenus. On espère que les ventes augmenteront et ainsi aller chercher des économies d'échelle. Mais plutôt que de baisser le prix, est-ce qu'on ne peut pas penser à d'autres façons de vendre le produit au même prix? Oui, tout à fait. En fait, on a vraiment abordé le sujet sur le fait que la crise va générer un conservatisme sur le prix. Donc on pense vraiment que sur le prix, on va pouvoir avoir un levier qui est très important. Et on pense que ça va être notamment une des solutions, parce que le changement de comportement, il va notamment se jouer sur le prix, et c'est pour ça qu'on avait pensé justement jouer de prime abord sur cette dimension-là. Mais on ne pense pas forcément non plus que c'est la solution idéale, ce serait vraiment un test, parce qu'on a remarqué que donc ici on est un peu dans du vin un peu bas de gamme, donc parce que le prix n'est pas très élevé. On a remarqué que le vin bas de gamme était un peu en progression par rapport au vin de gamme moyenne ou supérieure.
Et donc on se dit que peut-être qu'en gardant un prix le prix comme il est maintenant, on pourrait essayer d'attirer des consommateurs qui avant peut-être plutôt pour un vin de gamme moyenne et qui, vu de la crise et de la réduction du pouvoir d'achat, qui s'adapteraient en prenant un vin de gamme un peu inférieure et qui choisiraient donc le nôtre pour essayer de cibler en effet donc en termes de vente dans des... Oui, plutôt à ces clients-là que... Et puis au niveau packaging, comme vous suggérez, pour vendre dans différentes quantités de quoi, en fait, la bouteille a déjà sa propre identité, c'est déjà une bouteille qui est quand même assez différente des autres vins, elle est plus longue, plus allongée, avec une étiquette reconnaissable. Est-ce qu'en changeant le packaging ou en faisant des plus petites bouteilles, est-ce que le client qui est habitué reconnaîtra encore justement, est-ce que cette bouteille sera encore reconnaissable et est-ce que l'image de marque qu'on a créée avec cette bouteille allongée ne risque pas d'en pâtir? Oui, on pourrait peut-être offrir une groupe vin rouge, un vin blanc, un vin rosé, sans changer quoi que ce soit, autre que les couper ensemble. Un package comme ça. Bonne Oui, c'est sûr que ça peut être une solution. Dans tous les cas, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est ne pas détériorer l'image de marque. On pense qu'il y a déjà un travail qui a été accompli sur le packaging. On veut absolument que cette image de marque reste, que ce soit via le packaging qui est vraiment très implicite. Donc le consommateur connaît le produit. Donc à ce niveau-là, il est confortable. Il sait quel est le produit, comment l'obtenir. Et donc voilà, on ne veut pas détériorer l'image, que ce soit via le packaging ou une réduction de prix, parce qu'on a peur que si on réduit trop le prix, le consommateur va penser que la qualité du vin est tombée. Et ça, on ne veut surtout pas. Donc c'est sûr qu'on veut faire un test au niveau du prix pour essayer de s'adapter au conservatisme du consommateur suite à la crise, mais on veut toujours garder la même qualité, en tout cas la même perception de qualité chez le consommateur. J'aurais une question, il y a pas mal de recommandations, certaines en termes de gamme, je pense au vin de dessert, développer au Canada, tout ça. Mais demain matin, peut-être tout le matin, est-ce que vous avez une idée, des recommandations au niveau de par quoi commencer, tout ça? Est-ce que vous avez priorisé ces différentes recommandations-là en termes d'échéance? Moi je pense qu'en contexte de crise, il faut directement attaquer le marché sur lequel on est. Tout ce qui est exporté au Canada ou quoi, il faut peut-être revoir ça plus tard parce que ça va générer des coûts qui sont quand même assez importants. C'est développer un nouveau réseau de distribution, tout ça c'est quand même des coûts et des ressources humaines. Donc c'est peut-être voir ça plus sur du long terme. Mais sur le court terme, c'est réagir par rapport aux consommateurs qu'on a déjà acquis. Et donc c'est étudier, par exemple, retoucher à cause de la crise si les comportements ont vraiment changé, mais c'est agir là-dessus, agir sur le prix, agir sur le packaging, c'est agir sur la crise en tant que telle directement. Oui, on va vraiment maîtriser notre marché. Voilà, l'enjeu principal est quand même pour nous de vraiment maintenir les ventes au niveau actuel, et donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut agir. C'est vrai que l'expansion, ce serait peut-être plus pour le futur, on anticipe peut-être un petit peu en disant aller vers de nouveaux marchés, vers la vente, etc. Mais l'idée serait d'abord, dans un premier temps, de sécuriser le marché actuel et puis de vraiment la clientèle à un niveau de vente. Avec notre produit phare qui est actuellement le vin de l'hôtel. Parfait. Donc, période de questions est finie. C'est vrai que Philippe nous fait Merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée.
il y a 20 000 caisses exportées au Canada toute l'année partout. Et vendre 8 000 caisses Yellowtail. Mais c'est pas 8 000 caisses, c'est pas des chiffres. En tout cas, c'est 20 millions, 8 millions. C'est déjà. Oui, mais moi je croyais qu'il voulait développer un réseau de producteurs au Canada. Mais il paraît que c'est. J'avais une petite chose ici là intéressante. Un dessert, on ne sait pas peut-être que c'est avec une petite. Mais c'est qu'à même chose que là, c'est plus de structure. Là. Voilà, c'est quoi? Puis pour ça, quel est le marketing? C'est quoi la contribution marketing de ça? La contribution logistique? Je trouve que c'était comme à plein de niveaux. Là. Mais à la fin, il me dit, peut-être qu'il y a une opportunité parce que c'est un vin de bas de gamme. Alors les autres vont vouloir peut-être, les autres qui achètent des vins plus haut vont venir. Mais c'était nulle part dans notre recommandation comment attirer ces gens. En fait, c'était ça. Je pense que c'est ça la solution du cas, c'est vraiment ça. Il l'a dit, ils l'ont remarqué, mais c'est nulle part dans le cas. L'organisation n'était pas bonne, je trouve. C'est un petit peu all over the place. Ils ont voulu trop en prendre large. Mais Ben, je pense. Ouais, exact. moi je crois qu'ils ont oublié Yellowtail. Il n'y avait pas de Yellowtail. Ouais. C'était juste Deutsch. Et quand on parle de Yellowtail, il y a, si j'ai compris, il y a beaucoup de variétés. Oui, beaucoup. Alors, puisque on est seulement un vin, c'est pas grave. Non, les en ont 12 ans, je crois. D'ailleurs, avec qui ils disent on va baisser le prix, mais le prix. Ouais. Puis c'était même pas grave, c'était quoi ça? Mais il n'a pas dit seulement un vin, il a dit que c'est seulement un producteur. Mais c'est pas vrai. Le cas commence avec. On est très confidents, on est très fiers de notre portfolio. Oui, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'ils ont 80-20, ils autres. Hein? De toute façon, le problème est aux États-Unis, c'est au Canada. On ne peut pas s'en aller ici. Non plus. Il y a toutes les complications qu'il va y avoir en plus avec l'importation au Québec, au Canada. Ils ont pas de règle. Ah, 2 puis 3, vous autres, si on mettait toujours un plat à la c'est la fin. On s'en va. Ouais. Hein? Pardon? Maintenant, je peux les envoyer 1, 2, 3. Which is the best? 1, 2, or 3? Oui, moi j'ai dit, je dirais 2, 1. 2, 1, 3? C'est l'enregistrement de prix, c'était pas meilleur que c'est la première. Même si le premier en mandat. Non, en fait, eux, ils ont pris une position, un point de vue, et ils ont décidé de prix. C'est pas le même, c'était l'entreprise, mais au moins c'était cohérent. Ouais, c'est pas le mandat. C'est pas le cas. C'était pas le mandat. Ce n'est pas le cas de. Tu sais, Ils n'ont pas résolu le cas. Ils Vous n'ont avez pas vu résolu le le cas. cas? à la fin, quand ils sont en train de parler, Ça dépend de. il faut répondre à ces questions-là. Mais quelle question? Pour eux, c'était comment gérer Mais non, mais les risques. si on paye un consultant pour nous donner, si on donne un mandat au consultant et ils arrivent avec des choses, on doit acheter de l'or ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Tu sais, à la fin, là, quand il y a toujours la question du cas, well, Bill is wondering, ben Bill wasn't wondering about the risk Est-ce qu'ils achètent management. des devises américaines, Oui, mais canadiennes? lui, il est propriétaire de Deutsche. Oui, il s'occupe de ça aussi. Ouais. Non? Parce que moi, je suis à la fin du cas, ils se posent des questions auxquelles ils n'ont pas répondu. Ok, théoriquement oui, mais c'est pas le. Pour moi, c'était. Ils ont tout simplement manqué de. Moi aussi, là, c'est pas. Parce que ça serait trop facile à dire. Ben, on n'a pas compris le sujet, alors on va parler de quelque chose d'autre. Ouais. Plus sur autre chose. Tu sais, Peter, comme elle vient faire une synthèse de la réunion et choisir un plan d'action. Il connaît l'opinion de son père quant à la valeur de la marque, à l'importance des gens. Il est aussi tellement conscient de la conjoncture économique dans laquelle le choix des produits, tu sais, nous allons dans une direction qui n'est pas abordée pour l'équipe de vie. Exact. Parce que moi, je trouve,